Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo FAQ 50 000 abonnés. 50 000 abonnés, c'est juste extraordinaire. Jamais je n'aurais cru qu'on atteindrait ce nombre d'abonnés sur cette chaîne. Donc merci infiniment, merci du fond du cœur pour votre soutien. Je suis vraiment très sensible à la manière dont vous me soutenez, que ce soit en partageant les vidéos, en laissant un pouce, en les commentant. J'en profite d'ailleurs pour remercier également toutes les personnes qui me soutiennent financièrement sur Tipeee, parce que c'est grâce à votre soutien financier que je peux libérer du temps pour réaliser ces vidéos. C'est grâce à votre soutien financier que je peux aussi faire des déplacements, comme par exemple pour l'entretien avec Jean-Pierre Petit. J'ai pu libérer une journée de travail et faire le déplacement jusqu'à chez lui à Aix-en-Provence. Et sans votre soutien, tout ça ne serait tout simplement pas possible, donc merci infiniment à vous. Alors pour cette FAQ, vous avez été très nombreux à m'envoyer vos questions. Donc je vous le dis d'entrée de jeu, je ne pourrai malheureusement pas répondre à toutes les questions parce que sinon il faudrait que je réponde à chaque question en à peine quelques secondes et vous le savez, c'est pas mon genre. Je suis plutôt quelqu'un de bavard, donc je vais prendre le temps de développer chacune de mes réponses. Donc désolé à tous ceux dont je n'ai pas sélectionné la question. Vous aurez d'autres occasions, peut-être prochainement la vidéo FAQ 100 000 abonnés. On ne sait jamais, si vous continuez à me soutenir, ça arrivera peut-être plus vite qu'on ne le pense. En attendant, on y va pour les questions de cette vidéo. C'est parti. Je ne connais pas grand-chose en philosophie, mais j'ai toujours été intéressé d'en apprendre plus. Alors la question est, quel auteur ou quel livre me recommandes-tu pour commencer? Alors ça, c'est vraiment la question classique qu'on me pose très souvent dans les commentaires. Par quel livre commencer la philosophie? Alors, moi j'ai envie de répondre à cette question qu'il n'y a pas de règle. En réalité, on peut commencer par lire des extraits, on peut commencer par lire des ouvrages de vulgarisation, on peut même commencer par lire des lexiques de philosophie pour se familiariser avec les grands concepts. Et puis il y a une autre alternative, c'est le petit livre de vulgarisation que j'ai écrit justement pour répondre à toutes les personnes qui souhaitent s'initier à la philosophie. Alors, ce livre, vous le trouverez désormais gratuitement dans sa version PDF, sur mon site internet, donc www.leprécepteur.fr. Vous avez le lien dans la description et il vous suffit tout simplement de cliquer sur cadeau de bienvenue, de laisser votre email et vous recevrez gratuitement ce petit livre de vulgarisation philosophique qui s'appelle Tous philosophes, point d'interrogation, et dans lequel je m'amuse à analyser philosophiquement 10 phrases de la vie quotidienne en mettant à chaque fois une référence précise à un auteur ou à un mouvement philosophique. Voilà pour la réponse à cette question. À quel âge as-tu découvert la philosophie? As-tu toujours eu envie d'enseigner la philosophie aux autres? Alors, j'ai découvert la philosophie réellement à l'âge de 17 ans, quand je suis entré en terminale, mais en réalité, on peut dire que je pratiquais déjà la philosophie à un niveau personnel et amateur, parce que pendant l'adolescence, j'étais déjà très attiré par le questionnement, par la métaphysique, par les questions existentielles, comme on dirait, et d'une certaine manière, j'aimais la philosophie avant même de savoir que la philosophie existait. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours animé, puisque de toute façon la philosophie je la définis d'abord comme une attitude, comme une disposition d'esprit. La philosophie pour moi c'est le fait de s'interroger devant quelque chose qui a priori ne présente pas de mystère, ne présente pas d'énigme. C'est le fait de toujours aller au-delà des apparences, de ne pas se satisfaire de la surface des choses, de vouloir toujours approfondir, questionner, interroger, plus que répondre d'ailleurs, puisque le propre de la philosophie, c'est qu'il est très difficile d'apporter des réponses définitives. Donc voilà comment s'est passée ma rencontre avec la philosophie pendant mon adolescence, le questionnement. Et est-ce que j'ai toujours eu envie d'enseigner la philosophie aux autres? Pas du tout. En réalité, je n'avais pas la vocation pour devenir enseignant. J'ai toujours eu l'impression que je n'étais pas légitime pour transmettre des connaissances. J'ai toujours souffert de ce syndrome de l'imposteur qui fait que on a l'impression qu'on n'est pas compétent, qu'on n'a pas la prétention de transmettre des choses aux autres. Et en réalité, c'est quand j'ai commencé à donner des cours, et au début c'était surtout pour arrondir mes fins de mois pendant mes études, c'est à ce moment-là que j'ai constaté l'écart qu'il y avait entre toutes les connaissances que j'avais accumulées pendant mes études et le niveau de mes élèves, puisque j'avais des élèves qui étaient en terminale, et par la force des choses, j'avais beaucoup plus de connaissances qu'eux, et surtout, j'avais cette capacité à les transmettre de manière simple et concrète. Et c'est ça qui a fait d'ailleurs que ce métier a commencé à me plaire, c'est-à-dire que je me suis rendu compte tout simplement que j'étais un bon pédagogue, que j'arrivais à ramener des choses complexes à des formes beaucoup plus simples, et parce que j'avais des retours positifs de mes élèves, j'ai continué, j'ai persisté, je me suis amélioré dans l'enseignement, et d'une certaine manière, c'est ça qui m'a conduit à faire des vidéos aujourd'hui sur YouTube. Question suivante. Quelle philosophie s'apparente le plus à celle qui est la tienne au quotidien? Alors ça, c'est une bonne question.
Je vais quand même faire une précision avant d'y répondre, c'est que je fais partie de ceux qui ne considèrent pas la philosophie comme une sorte de boîte à outils dans laquelle on pourrait piocher un petit peu ce dont on a besoin selon la situation. Il me semble vraiment que la philosophie, c'est pas ça. La philosophie, c'est tout un processus d'évolution personnelle, de sa pensée, de sa manière de raisonner, de sa manière d'envisager les problèmes. Et on peut pas vraiment dire que j'utilise une philosophie dans ma vie quotidienne. En réalité, je suis façonné par toute la philosophie que j'ai étudiée depuis mon adolescence, et ce serait un petit peu artificiel que de dire que je m'inspire surtout d'une philosophie. Mais si je devais quand même donner une réponse concrète à cette question, et pour ceux qui me connaissent, ça ne vous surprendra pas, je dirais que la philosophie qui m'accompagne le plus au quotidien, c'est le stoïcisme. Évidemment, c'est le stoïcisme parce que, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur ce sujet, c'est une philosophie pratique autant que théorique. Et quand on pratique le stoïcisme, on arrive à faire preuve d'un certain détachement vis-à-vis des choses qui, en temps normal, nous affecteraient, peut-être même nous troubleraient, nous perturberaient au quotidien. Donc pour ma part, lorsque je suis confronté à une situation qui me déplaît, qui m'agace, qui me dérange, j'arrive toujours à prendre le dessus, j'arrive toujours à me dire que ce n'est pas si grave et que je ne dois pas être affecté de ce qui ne dépend pas de moi, parce que de toute façon, ça ne ferait qu'ajouter de la souffrance à la souffrance. Et je suis quelqu'un qui pense que la souffrance ne doit pas être cultivée, que la souffrance est quelque chose qui nous empêche d'avancer. Et pour ma part, je l'élimine autant que possible. Voilà, j'espère t'avoir répondu. Question suivante. Quelle est ta routine pour t'organiser et t'instruire? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que je n'ai pas vraiment de routine pour m'organiser. Je dirais plutôt que l'organisation, c'est quelque chose que j'ai mis en place avec le temps, puisqu'au départ, je suis quelqu'un de très bordélique. Je suis vraiment pas quelqu'un d'organisé à la base. Et je me suis rendu compte que si je continuais à être désorganisé, je ne pourrais tout simplement pas accomplir ce que je souhaite. Je ne pourrais tout simplement pas atteindre mes objectifs. Et quand on se donne des objectifs personnels ou des objectifs professionnels, on est obligé d'être organisé. En réalité, c'est le secret, c'est la base absolue si on veut être efficace, si on veut être productif et si on veut réussir. Maintenant, moi j'ai une méthode qui est extrêmement simple et que j'ai le luxe de pouvoir m'offrir, c'est de travailler sur des choses qui me plaisent et qui me passionnent. Et quand on est passionné par ce qu'on fait dans son travail, en réalité le travail cesse d'être un travail. Et c'est ce que je recommande toujours à mes élèves. Je leur dis que s'ils veulent réussir leur vie, ils ne doivent pas se poser la question de ce que veut dire réussir au sens social, mais de ce que ça veut dire au sens personnel. Et au sens personnel, réussir, c'est réconcilier la contrainte et la passion. C'est réconcilier l'obligation et le plaisir. Et si vous vous levez tous les matins pour aller faire quelque chose qui vous plaît, c'est-à-dire quelque chose que vous avez envie de faire sans même qu'on ait besoin de vous y forcer, eh bien c'est que vous avez déjà réussi votre vie. Donc ma méthode pour m'organiser et m'instruire, c'est que j'aime mon travail, c'est que j'aime apprendre, c'est que j'aime transmettre, et à partir de là, je n'ai plus besoin de faire d'efforts. Question suivante. As-tu réussi à arrêter de fumer et en quoi est-ce important de prendre tout aussi bien soin et de cultiver son corps que son esprit? Oui, j'ai réussi à arrêter de fumer, j'ai arrêté de fumer en mars 2019, en mars de l'année dernière. Alors, je vais pas vous cacher que j'ai quand même un substitut qui me permet aussi de tenir le coup. Mais j'ai arrêté de fumer parce que j'ai repris le sport de manière beaucoup plus sérieuse et intensive l'année dernière et ça a participé, si vous voulez, d'une évolution générale. C'est-à-dire que quand on me pose la question « Comment as-tu fait pour arrêter de fumer ?», je réponds « Je n'ai pas choisi d'arrêter de fumer, c'est le fait d'arrêter de fumer qui m'a choisi. » Et cette décision, en réalité, ce n'est pas nous qui la prenons, c'est le contexte, c'est la situation, ce sont les conditions qui font qu'à un moment donné, vous allez avoir envie de franchir cette étape. Donc quand certaines personnes me demandent conseil pour savoir comment se débarrasser d'une mauvaise habitude, je leur dis tout simplement, ne te débarrasse pas de ta mauvaise habitude, remplace-la par une autre. Ne te dis pas que tu vas arrêter de fumer, dis-toi que tu vas commencer à prendre soin de ton corps et de ta santé. Et pour rejoindre la deuxième partie de la question, prendre soin de son corps, c'est-à-dire s'entretenir physiquement, pratiquer un sport, c'est quelque chose selon moi qui est aussi important que cultiver son esprit. Parce que il y a un gros malentendu qui plane au-dessus de la philosophie qui consiste à dire que la vie des idées serait plus importante que la vie du corps. Mais c'est une mauvaise manière de voir les choses puisque la pensée a besoin du corps. Parce que la philosophie, ce n'est pas quelque chose qui est détaché de la réalité. La philosophie, ça sert à comprendre la réalité.
Et pour pouvoir comprendre la réalité, il faut déjà commencer par l'accepter. Il faut commencer par en prendre acte. La réalité, c'est d'abord le monde physique, c'est d'abord la matérialité qui s'offre à notre regard en permanence. C'est la vie du corps, c'est ce qui fait que tous les matins, on doit traîner notre corps hors du lit, on doit l'user par le travail, le soir, la fatigue nous emporte, et tout ça, ce sont des phénomènes corporels. L'amitié, le jeu, l'amour, la joie, tout ça, ce sont des phénomènes qui passent d'abord par le corps, et l'esprit ne doit pas régner malgré le corps. L'esprit doit régner en collaboration avec le corps. Voilà pourquoi je mets un point d'honneur à m'entretenir physiquement, à faire du sport, à rester dans l'effort physique qui est bienfaiteur pour l'esprit de toute façon, parce qu'on pense beaucoup mieux après avoir fait une séance de sport, après avoir couru pendant 1 heure, après avoir tapé dans un sac, que lorsqu'on est complètement avachi ou quand on passe 8 heures sur son canapé à regarder Netflix. C'est mon point de vue, vous en faites ce que vous voulez. Question suivante. Quel est l'ennemi de la philosophie ? Alors, je dirais que l'ennemi de la philosophie, c'est d'abord la certitude. Parce que la certitude, c'est ce qui vous fait croire que votre pensée est terminée. C'est ce qui vous fait croire que vous n'avez plus rien à apprendre. Donc, c'est bien le contraire de la philosophie qui est une démarche d'apprentissage permanent, d'évolution et de découverte permanente. D'ailleurs, on remarquera que le mot vérité en grec se disait aletheia, et aletheia voulait dire retrait du voile, c'est-à-dire que la vérité, c'est ce qui résulte d'un processus de dévoilement, de révélation. Et donc, accéder à la vérité, ça suppose d'être toujours en train d'ôter une partie du voile, le voile des apparences. Autrement dit, on n'arrive pas dans la vérité par un bond, par un saut. La vérité, ce n'est pas un résultat, c'est un processus, c'est un chemin. Et la philosophie, c'est apprendre de ses erreurs, c'est apprendre de ses échecs, c'est apprendre de tout ce qui a fait qu'on était dans le faux. Et lorsqu'on s'en rend compte, et lorsqu'on l'accepte, c'est-à-dire que ça suppose une certaine forme d'humilité envers soi, lorsqu'on accepte d'avoir été dans l'erreur ou de s'être trompé, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on augmente, c'est qu'on élargit notre champ d'appréhension de la réalité. Et qu'on devient finalement beaucoup plus sensible, beaucoup plus éveillé au monde, parce qu'on arrive à percevoir des informations qu'on n'avait pas su percevoir avant, tout simplement parce que notre champ de perception était limité à notre opinion du moment et qu'on considérait qu'on avait atteint le savoir définitif. Question suivante. Salut, ma question c'est pourquoi quand je parle philosophiquement avec les gens, ils disent que je suis ce type qui connaît tout et qui a toujours raison, ironiquement, et ça me gêne vraiment. Félicitations pour tes 50 000 abonnés. Alors ça, c'est encore une très bonne question et j'ai peut-être, je dis bien peut-être, un début de réponse. C'est que lorsqu'on est passionné par la philosophie, lorsqu'on est animé par le questionnement permanent et qu'on s'intéresse à plein de sujets, ça développe généralement en nous une tendance qui est de vouloir parler de ça à tout le monde. C'est-à-dire qu'on va se retrouver en soirée avec des amis ou même des personnes qu'on va rencontrer pour la première fois. On va commencer à parler avec elles, et puis tout à coup on va se mettre à leur parler de philosophie, on va se mettre à leur parler de choses un petit peu sérieuses. Et la plupart du temps, les personnes qui sont en soirée ou que vous rencontrez comme ça dans un contexte de loisirs et de détente, n'ont pas envie de réfléchir, parce qu'elles associent la réflexion à la prise de tête, donc à l'effort et à la souffrance. Il faut bien comprendre que dans la mesure du possible, l'être humain, en société, il essaye d'éviter, il essaye de minimiser l'effort, puisqu'il produit déjà de l'effort en travaillant. Donc généralement, quand on rentre du travail, on n'a pas forcément envie de parler philosophie, on n'a pas vraiment envie de réfléchir au sens des concepts qu'on entend, et ça peut donner l'impression que celui qui vient de nous parler de philosophie, il est un petit peu en boucle dans son délire, il est un petit peu bloqué sur ses raisonnements, l'abstraction, le fait de citer des auteurs. Et généralement, ce que ça produit chez celui qui nous écoute, c'est que ça passe pour de l'arrogance, ça passe pour du pédantisme, ça passe pour une manière de montrer qu'on sait plein de choses, qu'on est cultivé, qu'on a lu des livres, et ça a un côté un petit peu écrasant pour celui qui nous écoute. Parce que quand vous êtes quelqu'un qui n'a pas lu, quand vous êtes quelqu'un qui ne connaît pas la philosophie et qui n'a pas énormément de vocabulaire philosophique, quand vous entendez quelqu'un qui vous tient la jambe pendant 2 heures pour vous citer des noms de philosophes dont vous avez vaguement entendu le nom il y a des années, mais que vous ne connaissez rien au contenu de leurs pensées, ça ne vous intéresse pas parce que ça ne vous concerne pas. Vous ne vous sentez pas impliqué. Donc ça peut aussi expliquer pourquoi, quand on parle de philosophie à quelqu'un, cette personne-là, elle est rétive. Cette personne-là, elle est récalcitrante parce que ça ne l'intéresse pas, elle ne se sent pas concernée. Moi, le conseil que je peux te donner, c'est quand tu parles de philosophie, ne dis pas que tu parles de philosophie. Parle de sujets légers, parle de sujets concrets et surtout, parle de sujets qui intéressent la personne à qui tu parles et essaye de donner une dimension philosophique à ce que tu racontes,
mais sans le dire explicitement. Parce que dès que tu vas prononcer le mot de philosophie, la personne, elle va se braquer directement. Donc parle de philosophie de manière subtile, de manière implicite, parce qu'après tout, la philosophie, elle n'a pas besoin de s'afficher pour être, elle n'a pas besoin de se présenter comme une discipline technique et compliquée pour être réellement efficace. J'espère avoir répondu à ta question. De quoi ne discutez-vous pas avec les autres? Comment supporter les conneries des autres? Alors là, on est presque dans le prolongement de la question précédente. De quoi est-ce que je ne discute pas avec les autres? Je ne discute pas de politique avec les autres, je ne discute pas de religion avec les autres, je ne discute pas des sujets qui concernent trop personnellement les personnes avec qui je parle pour qu'on puisse avoir une discussion rationnelle et sereine. En réalité, quand vous voulez aborder des sujets polémiques avec les gens, dites-vous bien que vous allez vous adresser à leurs émotions, et quand vous vous adressez aux émotions, vous ne pouvez plus avoir d'échange au niveau des idées, vous ne pouvez plus avoir de débat rationnel. C'est comme ça, nous sommes des êtres humains, et on réagit tous de manière épidermique à partir du moment où on se sent concerné. C'est l'ego qui répond, ce sont les émotions qui répondent, et la raison a besoin de distanciation par rapport au sujet dont on parle. Donc la politique, c'est quelque chose qui me semble totalement vain d'aborder dans le cadre d'une discussion entre amis, parce que pour moi, la politique, c'est le nouveau champ du sacré. C'est-à-dire que pendant des siècles et des siècles, on a fonctionné sur une religion qui était le christianisme en France. Et à partir de la Révolution française, la religion chrétienne a commencé à décliner, que ce soit dans les esprits et dans la pratique. Et à partir de là, ça a été le point de départ du réinvestissement du sacré dans la chose politique. Autrement dit, ce n'est plus la religion qui était l'objet du sacré, c'était la politique, c'était la République, c'était les droits de l'homme. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est extrêmement difficile d'avoir une discussion sereine avec quelqu'un qui ne partage pas vos opinions politiques, parce que tout de suite cette personne-là va défendre ses idées, ses opinions, comme si c'était une croyance divine, comme si c'était un dogme religieux qu'il ne fallait pas toucher. Et vous verrez à quel point on retrouve dans les discussions et dans les disputes politiques les ressorts du sacré, les ressorts de la religion, les ressorts de ce qu'on défendra coûte que coûte. Si vous commencez à discuter avec quelqu'un sur la peine de mort, sur le mariage gay, sur la PMA, vous allez voir que cette personne, généralement, elle a déjà un avis, elle a déjà une position, et que si vous allez frontalement à l'encontre de ses opinions, ça va être vraiment très compliqué d'instaurer un échange serein, un échange apaisé. Et comment supporter les conneries des autres? Bien, mon cher ami, j'ai envie de dire que on est tous l'autre de quelqu'un. Et ce que tu appelles les conneries des autres, faut bien comprendre que chacun a de bonnes raisons de penser ce qu'il pense. Et qu'avant de se dire que ce sont des conneries, on peut aussi se poser la question, mais pourquoi est-ce que cette personne pense ce qu'elle pense? Et quand on fait ça, on pratique la philosophie. Quand on fait ça, on accepte que tout le monde ne pense pas de la même façon, mais que toute pensée a son historique. Toute pensée a derrière elle un historique de causes et d'effets qui va produire la pensée qui s'exprime devant nous. Donc je dirais que si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un et que si j'estime que ce qu'elle me dit ce sont des conneries, eh bien je vais tout simplement la laisser penser ce qu'elle veut, je vais lui donner mon avis si elle me le demande, mais je ne vais surtout pas essayer de la convaincre ou de la convertir à mon propre mode de pensée. Question suivante. Comment répondre à ceux qui me disent que notre conscience n'est qu'un sous-produit de l'amas de matière qu'est notre corps? Alors, ça c'est une question que je vais traiter dans une prochaine vidéo. Une prochaine vidéo que je vais sortir dans quelques semaines, je pense, parce qu'il me faut le temps de la préparer. Tout simplement parce que je vais y aborder des questions liées à la science, notamment à l'évolution, Charles Darwin. Et c'est une question qui m'intéresse particulièrement parce qu'elle se rapporte directement au rapport entre le corps et l'esprit. Alors, que répondre à ceux qui pensent que la conscience n'est qu'un sous-produit de notre corps, en l'occurrence de notre cerveau? Bien, je dirais que, d'une certaine manière, pourquoi pas? On peut considérer que la conscience n'est qu'un sous-produit du cerveau. Mais en réalité, ça ne change pas les termes du questionnement, ça ne change pas les termes de la réflexion. Pourquoi? Parce que si on part du principe que tous les organes dans un corps vivant, que ce soit les êtres humains ou les animaux, que tous les organes répondent à une fonction, eh bien, on va se poser la question, à quoi sert la conscience? Et la conscience, elle sert tout simplement à prendre en compte la réalité qui nous entoure pour pouvoir nous y adapter. Et c'est cette complexité cérébrale qui rend la conscience beaucoup plus prononcée chez l'être humain que chez les animaux. En réalité, les animaux ont une conscience limitée à ce qu'on appellera la conscience immédiate, la conscience spontanée. Tandis que l'être humain a une conscience beaucoup plus aboutie, puisque l'être humain a conscience de soi, il a conscience de son existence, il a conscience de la mort,
et donc de la temporalité de son existence. Tout ça, ça crée une différence notable entre la conscience humaine et la conscience animale. Il se trouve que parallèlement à ça, la complexité cérébrale de l'être humain permet d'expliquer pourquoi cette conscience humaine est beaucoup plus aboutie. Mais moi, la question que je pose, et qui me paraît finalement peut-être plus intéressante et plus pertinente, c'est de se dire, mais pourquoi avons-nous cette fonction qu'est la conscience? Si on reprend la théorie de l'évolution classique, la théorie de l'évolution de Darwin, on s'aperçoit que l'organe est toujours précédé par la fonction. Autrement dit, ce n'est pas la fonction qui dépend de l'organe, c'est l'organe qui dépend de la fonction. Pour le dire de manière vraiment très schématique, ce n'est pas parce qu'on a des yeux que l'on voit, c'est parce qu'il est plus avantageux de voir que l'on a des yeux. Ce qui se passe, c'est que l'être humain, comme tous les animaux, il a une priorité qui est la survie. Et pour survivre à l'environnement, parfois hostile, dans lequel il se trouve, il est obligé de s'adapter. Et donc s'adapter, ça veut dire conserver ce qui est avantageux pour l'adaptation, donc avantageux pour la survie, et éliminer ce qui n'est pas avantageux. Donc nous avons des yeux parce que avoir des yeux est avantageux pour la survie, et d'une manière générale, nos 5 sens nous permettent de nous adapter à la réalité, c'est-à-dire d'éviter le danger et d'éviter la mort. Donc maintenant, si on se pose la question au niveau de la conscience, à quoi sert la conscience? Parce qu'après tout, on pourrait se dire que la conscience n'est pas forcément un avantage évolutif. La conscience, c'est aussi ce qui fait qu'on va se questionner en permanence, et le questionnement n'est pas forcément une bonne chose du point de vue de la survie. Il y a des situations où il vaut mieux agir plutôt que réfléchir, et pourtant, l'évolution a fait que l'être humain a développé une conscience du monde et de soi. Donc c'est bien qu'il y a une raison, c'est bien qu'il y a un avantage évolutif à avoir une conscience qui nous permet de nous adapter, qui nous permet de comprendre le monde et qui nous permet aussi de coopérer les uns avec les autres. Parce que le mot conscience, il a plusieurs définitions. Et selon la définition qu'on va prendre, on va pas parler exactement de la même chose. Mais au niveau de la conscience comme capacité à comprendre que l'autre existe, que je ne suis pas l'autre, mais qu'en même temps, l'autre est aussi une partie de moi-même. L'autre est en interaction permanente avec moi et je ne peux me construire que dans mon rapport et dans ma relation à autrui. Ça aussi, ça fait partie de la conscience. Et si ça fait partie de la conscience, ça veut dire qu'il est avantageux pour l'être humain d'avoir une conscience. La question, c'est peut-être de se demander finalement qu'est-ce que cette conscience peut nous apporter en termes de coopération, en termes de mutualisation des efforts, en termes de fraternité, en termes tout simplement de progrès, mais de progrès réel, pas le slogan du progrès, celui qui fait que par nos efforts, par nos volontés, par nos esprits, on peut œuvrer à la création d'un monde meilleur, et cette capacité que nous avons à œuvrer pour un monde meilleur, elle est directement corrélée au fait que nous avons une conscience. Voilà Julien pour ma réponse un petit peu longue. Question suivante. Pourquoi vous avez choisi de traiter les idées relatives au mouvement optimiste? Alors là, je pense que tu fais référence au fait que dans la plupart de mes vidéos sur les philosophes, il y a une approche optimiste des idées dont je parle. Bon, en réalité, c'est pas toujours le cas. Il suffit d'écouter ma vidéo sur Schopenhauer pour se rendre compte que on est loin de l'optimisme et que je ne force pas Schopenhauer à être optimiste parce qu'il ne l'est pas. En revanche, tu as raison de souligner que j'ai souvent tendance, et c'est volontaire évidemment de ma part, à mettre l'accent sur ce que la philosophie peut apporter de positif, sur ce qu'elle peut apporter de bon pour l'homme, d'utile pour l'humanité. Si vous voulez, à ce niveau-là, j'ai une vision très simple des choses. C'est que, face à un même constat, on peut toujours justifier une approche pessimiste, on peut toujours justifier une approche optimiste. L'optimisme et le pessimisme n'ont rien à voir avec les idées. L'optimisme et le pessimisme ont à voir avec le tempérament et ont à voir avec ce qui nous anime. Et moi, ce qui m'anime, c'est la vie. C'est pas l'apitoiement, c'est pas le renoncement, c'est pas l'abandon, ce n'est pas cette partie sombre qui est en chacun d'entre nous, mais qu'on peut décider aussi de ne pas suivre. Je veux dire, si on prend un exemple concret, par exemple, vous vous lancez dans une entreprise, quelle qu'elle soit, et vous échouez, pour des raisons ou pour d'autres, vous échouez, vous ne parvenez pas à atteindre votre objectif. Bon, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez passer votre temps à pleurnicher, à vous dire que le monde est injuste, à vous dire que vous aviez fait exactement ce qu'il fallait, mais que le destin en a voulu autrement? Vous allez accuser les autres, vous allez vous trouver des excuses? Est-ce que ça va vous apporter quelque chose? Est-ce que ça va vous faire avancer? Tout simplement, est-ce que c'est dans votre intérêt? Parce qu'au bout d'un moment, se plaindre que les choses ne vont pas, accuser la terre entière, ça va bien 5 minutes, mais honnêtement, à quoi ça sert? À quoi ça vous avance?
Quel va être le résultat? Si votre objectif c'est de souffrir et d'être dans le malheur, allez-y, soyez pessimiste. Maintenant, si votre attitude c'est d'avancer, de vous dire que la vie est courte et qu'on n'a pas le temps de pleurnicher, on n'a pas le temps de se plaindre et d'accuser la terre entière, à ce moment-là, mécaniquement, vous allez devenir quelqu'un d'optimiste, ou en tout cas, vous allez devenir quelqu'un de pragmatique, c'est-à-dire de neutre dans votre manière de réagir à ce qui vous arrive. Et c'est là où le stoïcisme est une philosophie pratique qui permet ce détachement dont je parlais tout à l'heure. Parce que lorsqu'on échoue, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a honte, c'est qu'on s'en veut, on culpabilise, et quand on se plaint en disant que c'est la faute des autres, ou que c'est la faute du monde, ou que c'est la faute du déterminisme ou du destin, le fait est que on veut rejeter la faute sur les autres parce que c'est beaucoup plus confortable. Et bien sûr qu'il y a des situations où nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive. Bien sûr qu'il y a des choses qui échappent à notre volonté et dont on ne peut absolument pas assumer la responsabilité. Mais ce n'est pas parce que quelque chose d'injuste nous arrive que le pessimisme va nous aider, que le pessimisme va nous apporter une amélioration ou une solution. Le pessimisme va nous enfermer dans l'aigreur, dans la frustration, dans le ressentiment. Et le ressentiment, c'est ce qui détruit l'homme. C'est ce qui le ronge de l'intérieur. C'est ce qui l'empêche de vivre. C'est ce qui l'empêche d'entreprendre. C'est ce qui l'empêche d'oser. C'est ce qui l'empêche de créer. Le pessimisme, c'est l'ennemi de la vie. C'est l'ennemi de la beauté. C'est l'ennemi de la grandeur. Le pessimisme, c'est l'ennemi de l'homme. Voilà pour cette réponse quelque peu exaltée, mon cher Marois. Comment en es-tu arrivé à avoir une aussi grande ouverture d'esprit? Pratiquant, croyant, déiste, agnostique, athée? Question très personnelle, nous allons voir si tu joues le jeu de la FAQ. Alors, je pense que tout ce que j'ai dit auparavant va répondre à ta question. Comment j'en suis arrivé à avoir cette grande ouverture d'esprit? Bien tout simplement, quand j'ai compris que je ne pouvais pas penser à la place des autres, que ça n'avait pas de sens. Ce serait comme vouloir que l'hiver ne succède pas à l'automne, ce serait comme vouloir que la Terre tourne dans l'autre sens, ce serait comme vouloir être le maître du monde. Et l'ouverture d'esprit, c'est tout simplement le fait d'accepter qu'on n'est pas le maître du monde, là où l'intolérance, bien que je n'aime pas trop ce mot, là où la rigidité psychologique, qui est là aussi l'ennemi de la philosophie, cette rigidité psychologique qui fait que si l'autre ne pense pas comme moi je pense, si l'autre pense mal, c'est qu'il est dans l'erreur, c'est qu'il se trompe, c'est que c'est un idiot, c'est que je dois l'éduquer, je dois l'éclairer, je dois le guider vers la lumière. Ça, ce n'est pas du tout ma démarche. Ma démarche, c'est de proposer du matériau pour la pensée, du matériau pour l'esprit. Et on se sert, on en prend ou on en laisse, on en fait ce qu'on veut. Je n'irai pas vous demander des comptes sur la manière dont vous avez utilisé mes vidéos de philosophie et savoir dans quel cadre vous avez mis en application les concepts dont je vous ai parlé. C'est pour ça que je vais vous parler de différents auteurs qui sont totalement en désaccord les uns avec les autres. Et si vous écoutez chacune de mes vidéos de philosophie, vous allez peut-être avoir ce sentiment que je suis d'accord avec tout le monde. Mais pourquoi est-ce que je suis d'accord avec tout le monde? Parce que j'estime que tout le monde a le droit à la parole, que tout le monde a une légitimité à penser ce qu'il pense. Et croire qu'il y a des pensées illégitimes ou qu'il y a des pensées qui sont tout simplement fausses, c'est le meilleur moyen de s'interdire de comprendre les choses. Moi, je n'ai pas envie de m'interdire de comprendre les choses. Parce que quand on fait ça, généralement, ce qui se produit, c'est qu'à la fin, on se fait baiser. Quand on s'interdit de comprendre les choses, on se met dans des situations où on se fait du mal. On se met dans des situations où on se pénalise. Et moi, je n'ai pas envie de me pénaliser. Moi, je n'ai pas envie de me faire du mal inutilement. Il y a peut-être un élément complémentaire à ma réponse, c'est de dire que je ne vois pas les idées des autres comme des absolus que je dois combattre si je ne suis pas d'accord avec. Je ne vois pas les opinions, les idées, les valeurs, les pensées des autres comme des menaces, comme des dangers. Ce que je vois comme une menace ou comme un danger, c'est un comportement, c'est une attitude, c'est une manière d'être. Et on peut être beaucoup plus fasciste et extrémiste, on peut être beaucoup plus intégriste dans sa manière d'être que dans le contenu de ses idées. On peut être quelqu'un qui a des idées politiques fascistes, mais sans être quelqu'un de dangereux dans la vie de tous les jours. Parce que ce ne sont pas des idées qui prennent le pouvoir, qui prennent des décisions, ce sont des hommes. Et ce qui est dangereux, c'est la conduite humaine, c'est le comportement, ce sont les passions humaines, la recherche de la gloire, la recherche de grandeur et la recherche d'absolu. Ça peut être dangereux. Mais une idée en tant que telle n'est pas dangereuse. Ce qui est dangereux, c'est ce qu'on en fait. C'est la manière dont on va l'utiliser pour servir le bien, pour servir le mal, pour servir ses intérêts, pour servir les intérêts du peuple, pour servir le vrai, pour servir le faux, le beau ou le laid. C'est ça qui est dangereux. C'est cette part obscure de l'homme qui a besoin de régner sur les autres, qui a besoin d'être
maîtresse du monde, c'est cette part sombre, cette part obscure qui est en l'homme et qui a besoin de régner sur le monde, qui a besoin d'être reconnu, d'être adulé, d'être célébré. Et quand on a réglé ce problème de la reconnaissance, ce problème de l'estime de soi, on n'a plus besoin de régner sur les autres. On n'a plus besoin d'exercer un pouvoir. On peut se contenter d'être, on peut se contenter de faire ce qu'on a à faire et de laisser les autres vivre. Question suivante. Salut Charles, que penses-tu de l'amour, des relations homme-femme-couple? Que nous dit la philosophie stoïcienne à ce sujet? Quels sont les philosophes qui nous en disent le plus? Alors sur la question des relations homme-femme, je vais me contenter simplement de cette réponse toute simple. Les relations homme-femme, selon moi, sont d'abord des relations de nature animale, puisqu'après tout, on admet très bien que l'homme est un animal, donc je ne vois pas pourquoi, dès lors qu'on parle des relations homme-femme, on ne devrait plus considérer les humains comme des animaux. Nous sommes d'abord des animaux, et les relations homme-femme sont d'abord dictées par des instincts animaux, par des instincts biologiques. Que cherche l'homme dans la femme? Que cherche la femme dans l'homme? Chacun recherche ce qui lui manque, chacun recherche ce qui le complète, chacun recherche ce dont il a besoin pour se perpétuer dans le temps, pour repousser les limites de la mort, et pour assurer une descendance viable. Alors ça peut paraître extrêmement démoralisant, désenchanté, mais là-dessus, je suis finalement assez proche de Schopenhauer, et également de Frédéric Delavier, dont j'ai préfacé d'ailleurs le livre Sexe contre énergie, sur les relations hommes-femmes, et pour qui a un peu d'expérience dans ce domaine-là, vous vous apercevrez qu'en réalité, cette grille de lecture est extrêmement fonctionnelle. Et que ce qu'on appelle la masculinité et la féminité, qu'on appelle également le yin et le yang dans une autre culture, c'est cette idée de polarité, c'est cette idée de complémentarité. Et il y a effectivement des genres qui existent. Et ces genres, on ne peut pas les ignorer au motif que ce serait quelque chose d'inégalitaire ou quelque chose de réactionnaire. Non. Ces genres, ils existent. Ils sont en grande partie déterminés par le sexe, même s'ils ne s'y réduisent pas, puisqu'il y a des hommes qui peuvent être plutôt efféminés, il peut y avoir des femmes qui sont plutôt masculines, et il n'est pas absurde de penser que les contraintes biologiques qui pèsent sur l'homme en tant qu'animal, ou sur la femme en tant qu'animal, vont produire des psychologies différentes. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes programmés par la nature pour survivre, et à l'échelle collective, à l'échelle de l'espèce, survivre, ça veut dire se reproduire. Et pour se reproduire, il faut passer par l'acte sexuel. Et notre attirance sexuelle vers l'autre sexe procède directement de cette programmation instinctive inscrite au plus profond de nous reproduire pour perpétuer l'espèce. Et c'est ça qui fait que l'acte sexuel est une des choses les plus bestiales dans l'être humain, parce que c'est un rappel de l'animalité, c'est un rappel de notre bestialité fondamentale en tant qu'être biologique. C'est ce qui fait que l'acte sexuel n'est pas représenté en public, parce que nous avons honte de notre animalité, et c'est seulement dans le cadre de l'intimité que l'on peut assumer cette animalité. Ce moment où la raison n'a plus rien à dire, ce moment où c'est le corps, où c'est la passion, où c'est l'instinct uniquement qui s'exprime. Et c'est parce que nous redevenons des animaux lorsque nous faisons l'amour, qu'on peut dire que les relations hommes-femmes sont d'abord guidées par cet instinct sexuel, cet instinct animal qui nous pousse à nous reproduire. Quant aux relations hommes-femmes hors sexe, hors reproduction, je dirais que les hommes et les femmes ont peut-être beaucoup de mal à se comprendre, mais qu'ils sont faits pour devoir se comprendre, qu'ils sont faits pour devoir se compléter. Et de ce point de vue-là, je n'ai absolument aucun problème à dire que l'homme doit parfois savoir écouter sa partie féminine, parce que c'est grâce à cette partie féminine qu'il peut établir une connexion, une relation avec les femmes. De la même façon que les femmes doivent accepter que l'homme soit conformé différemment, que le rapport aux émotions, que le rapport aux sentiments n'est pas le même chez les hommes et chez les femmes. Et toute personne qui a un peu d'expérience en la matière sait parfaitement que ces catégories, elles existent. Ce ne sont pas des fantasmes du patriarcat. Et ce n'est pas discriminant de dire ça. Ce qui est discriminant, c'est de considérer que l'homme ne devrait plus être un homme et que la femme ne devrait plus être une femme. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on a honte d'être un homme ou d'être une femme. Ça veut dire qu'on considère que c'est dévalorisant d'être un homme ou d'être une femme. Ça signifie qu'on nie totalement les spécificités qui font que nous sommes différents et qui fait que quand on est attiré par une personne de l'autre sexe, eh bien ce qui nous attire, c'est inexplicable, c'est mystérieux, on ne peut pas l'expliquer rationnellement. C'est quelque chose d'animal, c'est quelque chose d'instinctif. Et c'est ça qui en fait la beauté, parce que l'homme est un animal conscient. Et en lui coexistent ces deux dimensions, son animalité et son humanité, son instinct et sa conscience. Et c'est ça qui rend la relation homme-femme magique. Question suivante.
J'ai beaucoup aimé le podcast sur le stoïcisme. Prévois-tu d'en faire un sur l'utilitarisme? Alors mon cher Alexandre, j'ai déjà fait un podcast sur l'utilitarisme que tu trouveras sur ma chaîne Charles Robin, qui est ma première chaîne, ma chaîne personnelle. Et d'ailleurs j'en profite pour informer vous tous qui m'écoutez que progressivement je vais importer mes vidéos de philosophie sur ma chaîne Charles Robin. Je vais les importer sur ma chaîne Le Précepteur, de manière à ce qu'elles soient toutes centralisées sur cette chaîne, parce que je pense que ce sera beaucoup plus facile pour les retrouver. L'attention est-elle la clé nous permettant de vivre mieux? Oui, je réponds oui, fermement, catégoriquement. L'attention, c'est la clé de l'apprentissage, c'est également la clé des relations humaines. Parce qu'en réalité, lorsque vous faites preuve d'attention vis-à-vis de la personne qui est en face de vous, vous lui donnez le sentiment qu'elle existe réellement à vos yeux, et c'est ça qui va permettre à la relation de s'établir et de prospérer sur des bases saines. La clé de la communication, c'est prendre en compte le fait que l'autre a des raisons de penser ce qu'il pense, de sentir ce qu'il sent et d'être ce qu'il est. Et ça, on ne peut pas le feindre, on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas être dans une fausse écoute, dans une fausse attention, parce qu'il y a quelque chose en nous qui ressent lorsque la personne ne nous écoute pas vraiment ou lorsqu'elle fait semblant de nous écouter. L'attention, c'est le fait de se dire que la personne qui est en face de moi a une valeur et que ce qui est en elle a une valeur et que ça mérite mon attention. Ça mérite que je lui accorde mon écoute. Et bien souvent, les problèmes, que ce soit entre les enfants et les parents ou que ce soit au sein des couples, en général, ça vient d'un problème d'attention, d'un manque d'attention ou d'un sentiment de manque d'attention qui fait que tous les autres problèmes en découlent. Donc l'attention au niveau de l'apprentissage, c'est ce qui fait qu'on va retenir, qu'on va mémoriser. Voilà pourquoi je rejoins totalement Idriss Aberkane lorsqu'il dit que être amoureux, c'est le meilleur moyen d'apprendre, parce que lorsqu'on aime quelque chose, on s'y intéresse naturellement, on s'y intéresse spontanément, on n'a donc pas besoin de s'infliger une sorte de souffrance et de discipline pour apprendre. On apprend dans le plaisir, on apprend lorsque l'on est intéressé par les choses. Donc il faut d'abord créer les conditions de l'intérêt pour ensuite pouvoir avoir cette attention qui va nous permettre d'apprendre de manière optimale. Quel avenir pour l'intelligence émotionnelle dans l'enseignement? Alors ma chère Imi, j'aurais tendance pour le coup à être un petit peu pessimiste par rapport à cette question, parce qu'il me semble que le système même de l'éducation tel qu'il est pratiqué chez nous, c'est-à-dire un enseignement collectif, on a des classes avec 25, 30, 35 élèves parfois pour un seul professeur. Et donc cette infrastructure de l'enseignement collectif, fait que le professeur est obligé d'adapter son discours, non pas à chaque individu, non pas à chaque élève, mais à un profil général. Et qu'est-ce que j'appelle le profil général? C'est le profil de la rationalité. Je vais m'expliquer. Chaque personne a sa propre manière de ressentir, d'éprouver des émotions, et de réagir à ce qui se passe autour d'elle. C'est ce qui fait qu'il y a des personnes plus sensibles que d'autres, qu'il y a des personnes plus brutales que d'autres, parce qu'il y a un tel éventail au niveau du profil émotionnel que deux individus auront peut-être des manières de réagir totalement différentes. En revanche, pour parler de ce qui est rationnel, par exemple les mathématiques, on considère, et on a peut-être tort d'ailleurs de le considérer, mais on considère que la raison mathématique est un modèle universel, que c'est quelque chose qui ne dépend pas de notre profil émotionnel. Ça s'adresse à la raison, donc ça s'adresse à ce que tout individu humain possède en lui. Et si l'enseignement en France met autant l'accent sur la logique, la rationalité, les mathématiques, c'est justement parce que c'est le langage qui est censé être pouvoir entendu par tout le monde. C'est le langage qui transcende nos particularismes émotionnels. Le langage rationnel fait que tout le monde est censé pouvoir comprendre ce qui se dit. La rationalité, c'est la mise à distance de quelque chose, de telle sorte que tout le monde puisse avoir un point de vue dessus. Évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes facilités en termes logiques, en termes mathématiques, en termes analytiques, mais tout le monde a la capacité de raisonner de manière logique, de raisonner de manière mathématique. Donc, c'est pour ça que je pense que le système cerveau gauche, que le système analytique dans l'enseignement est aujourd'hui prédominant, et je pense que ça risque de perdurer aussi longtemps qu'on fonctionnera sur un mode de transmission, un mode d'enseignement collectif. Question suivante. Où en es-tu dans ton projet de fonder une école alternative? Question de David. Alors, où est-ce que j'en suis? Pour l'instant, David, je ne te cache pas que c'est beaucoup plus difficile que ce que j'avais cru au départ. Je m'étais lancé dans l'aventure de cette école alternative de manière un petit peu naïve, un petit peu innocente, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend, hein, c'est en
en tentant les choses et en se rendant compte que finalement elles sont beaucoup plus compliquées que prévu. Donc j'en suis au stade où pour l'instant, je suis plutôt en train de travailler sur la constitution d'un réseau d'enseignants qui seraient aptes, volontaires et compétents pour enseigner, pour travailler dans cette école, parce que même si le principe du bénévolat me semble partir d'une bonne intention, a priori c'est quand même très difficile de demander à des enseignants de prendre sur leur temps pour pouvoir donner des cours gratuitement. Donc là, en ce moment, je suis en train de participer à la cofondation d'une coopérative de travailleurs dans le service à la personne. Donc le système coopératif, pour ceux qui connaissent, ça permet d'avoir un rapport au monde de l'entrepreneuriat un petit peu différent, qui va reposer sur la mutualisation des compétences, des outils, et qui permet également de proposer, dans le cadre des services à la personne, des cours particuliers, non pas gratuits, mais pour des sommes totalement symboliques, à des familles qui n'auraient pas les moyens de se payer des cours au tarif normal. Et donc là, cette coopérative que je suis en train de cofonder avec deux associés, je n'en fais pas la publicité sur ma chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux parce que je ne sais pas combien de temps ça va prendre, c'est énormément de travail administratif, donc je préfère attendre que ce soit fait pour pouvoir en parler. Mais je vois cette coopérative comme une sorte de première marche vers ce projet ultime qui sera sans doute le grand projet de ma vie de création de cette école alternative. Voilà pour toi, mon cher David. Prévoyez-vous un jour de faire un débat avec votre collègue youtubeur philosophe Monsieur Phi sur la place de la philosophie au sein de notre époque contemporaine par exemple? Alors pourquoi pas, je serais totalement partant pour faire une collaboration avec Monsieur Phi, mais pour être honnête, je ne le connais pas personnellement, nous n'échangeons pas en privé, je ne sais même pas s'il me connaît, s'il connaît ma chaîne, donc s'il me le propose, j'accepterai avec grand plaisir. Maintenant, je ne sais pas si Monsieur Phi apprécie mes vidéos parce que on a des approches un tout petit peu différentes. C'est-à-dire que Monsieur Phi, il est plutôt dans l'exposition et la vulgarisation des connaissances philosophiques. Là où moi, j'aurais peut-être une approche un petit peu plus sauvage, un petit peu plus libre de la philosophie. Il m'arrive très régulièrement d'enregistrer mes audios de philosophie sans avoir rien préparé, alors que Monsieur Phi, à mon avis, il prépare parfaitement chacune de ses vidéos. D'ailleurs, ça se voit, elles sont très maîtrisées, elles sont très approfondies, et je trouve qu'il fait du super boulot. Et d'ailleurs, s'il m'écoute, eh bien, je le félicite pour son travail, et je l'encourage évidemment à continuer. Bonjour Charles, quelle est la différence entre la rhétorique et la sophistique? La différence entre la rhétorique et la sophistique, c'est que la rhétorique, c'est l'art du beau discours, c'est l'art de manier le langage pour être convaincant ou, plus précisément, pour être persuasif, c'est-à-dire pour obtenir l'adhésion de celui auquel on s'adresse. Donc c'est ça la rhétorique, c'est l'art du discours et de la persuasion. Là où la sophistique, ça va être l'art du discours et de la persuasion mis au service du faux, mis au service du mensonge, mis au service de la manipulation. Donc on pourrait dire que la sophistique est une branche de la rhétorique, mais c'est la branche de la rhétorique qui assume de ne pas être à la recherche de la vérité. Donc les sophistes, dans l'Antiquité grecque, c'était des personnes qui utilisaient leur habileté rhétorique, leur connaissance, leur maîtrise du langage, pour convaincre et persuader leur auditoire, indépendamment de la vérité de leur discours. Donc le sophiste, il va jouer sur les émotions, il va jouer sur les biais cognitifs, il va jouer sur les illusions logiques pour créer un assentiment de l'auditoire, pour créer une adhésion au discours. Et c'est ça qui le différencie du rhéteur. La rhétorique, c'est un terme neutre, et la rhétorique, elle peut très bien être utilisée à des fins constructives, à des fins bienveillantes, à des fins de justice. Moi, ce qui me dérange souvent quand on parle de la rhétorique, c'est qu'on a souvent tendance à dire que utiliser la rhétorique, c'est déjà être un sophiste, alors que pas du tout. Ça pose en réalité la question de notre rapport à l'outil. La rhétorique, c'est un outil, et ce qu'on fait de l'outil relève de notre responsabilité et non pas de celle de l'outil. Une bouteille en verre, ce n'est pas fait pour se battre avec quelqu'un, mais il n'empêche que si quelqu'un nous a mal parlé, on peut très bien lui fracasser une bouteille en verre sur le crâne, dans le respect de la personne bien sûr. Et la rhétorique, c'est un outil dont on peut se servir de manière bienveillante ou malveillante. Ce qu'il faut selon moi bien entendre et accepter, c'est que dès lors qu'on s'exprime, on a une influence. On peut pas y échapper. Quand on s'exprime, on a de l'influence. Que ce soit dans une direction ou dans une autre, on a toujours de l'influence quand on s'exprime. Et quand on a admis ça, à ce moment-là, on peut choisir de définir la direction de l'influence qu'on va avoir. Et la rhétorique peut servir à ça. La rhétorique, c'est ce qui fait par exemple que vous allez pouvoir faire parler quelqu'un qui a
quelque chose à exprimer, qui a quelque chose à sortir, vous allez pouvoir créer de la confiance, un climat de sécurité qui fait que la personne va se sentir à l'aise et va peut-être pouvoir se confier à vous. Alors que si vous êtes dans une forme d'injonction, de brutalité rhétorique, et que vous sommez la personne de dire ce qu'elle a à dire, ben vous allez créer l'effet inverse. Vous allez créer un blocage, la personne, vous allez justement la renfermer dans sa peur et dans son appréhension. La rhétorique, elle sert à tout, et elle sert autant à faire le bien qu'à faire le mal. Tout dépend de la manière dont vous allez l'utiliser. Alors à ce propos, je vous encourage tous à vous rendre sur la chaîne de Victor Ferry, où il parle justement de ce thème de la rhétorique, et toutes ces vidéos sont vraiment extraordinaires en termes de pédagogie et en termes de compréhension de cet outil qu'est la rhétorique. Et ce que j'aime beaucoup chez Victor Ferry, justement, c'est qu'à la fin de chacune de ses vidéos, il envoie un petit message au spectateur qui regarde sa vidéo en lui disant « Parle, exprime-toi, utilise la rhétorique, approprie-toi cet outil, parce qu'il n'y a aucune raison de laisser cet outil aux méchants, comme dirait Platon. » Question suivante. Des techniques pour éviter le flux de pensée trop important. Alors là, je pense que tu fais plus ou moins directement référence à ma vidéo « Être trop intelligent vous rend bête », où je parle de la pensée compulsive et de cette cogitation permanente qui nous empêche d'être heureux et d'y voir clair. Alors, des techniques pour éviter le flux des pensées, je répondrai tout simplement l'activité physique, puisque lorsque tu te dépenses physiquement, ton cerveau a beaucoup moins d'énergie pour cogiter dans tous les sens. Il y a quelque chose qu'on ignore, c'est que le cerveau se nourrit principalement de sucre, il est même l'un des plus grands consommateurs de sucre dans le corps humain, et que lorsqu'on consomme du sucre, c'est-à-dire lorsqu'on a une alimentation moderne industrielle telle que nous l'avons presque tous, on accumule énormément de sucre qu'on n'évacue pas dans la dépense énergétique physique. Et ça peut être aussi à la source de cette pensée compulsive et de cette cogitation. Donc le sport, et généralement après une bonne séance d'1 ou 2 heures, on pense moins, on pense mieux et on est plus serein. Question suivante. Peut-on réellement se faire son propre avis sans s'affilier à une pensée existante? Très bonne question Frédéric. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne pense pas par soi-même. On ne pense jamais par soi-même. Et d'ailleurs, quand je dis ça, eh bien d'autres l'ont pensé avant moi. La pensée se construit toujours sur un héritage. On pense à partir de ce qu'on a lu, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a entendu. Et même lorsqu'on pense avoir une idée originale, une idée qui n'a jamais été formulée, il suffit généralement de quelques mois, de quelques années pour la retrouver dans un livre ou pour l'entendre chez quelqu'un d'autre qui l'avait déjà dit avant nous. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit généralement qu'on n'est pas grand-chose et qu'on ne fait peut-être que réactualiser des savoirs qui se perpétuent dans le temps. Et d'ailleurs, c'est vraiment comme ça que je conçois mon rôle sur YouTube, c'est-à-dire d'être un transmetteur. Et le transmetteur, par définition, il ne crée pas. Le transmetteur, il prend et il donne. C'est ça son travail. Et c'est la mission que je me suis donnée. Voilà pourquoi plus on accumule des connaissances, plus on accumule des lectures, mais aussi du vécu, parce que j'insiste sur le fait que le vécu est au moins aussi important que la lecture. Plus on accumule de connaissances, et plus on peut penser de manière juste, de manière habile, de manière pertinente, parce qu'on se nourrit de la pensée des autres, on se nourrit de l'expérience des autres, et c'est comme ça qu'on progresse. Question suivante. Est-ce qu'on peut s'épouser? Oui. Faut juste que j'en parle à ma fiancée, mais a priori, il n'y a pas de problème. Félicitations pour les 50 000, c'est amplement mérité. Penses-tu que le nombre d'abonnés peut te causer un jour une forme d'autocensure? Ah, ça c'est une question qui m'intéresse. Alors la réponse va être directe, non. Je ne pense pas que le nombre d'abonnés aura une influence sur le fait de m'autocensurer. Tout simplement parce que l'autocensure est quelque chose qui m'est étranger par nature. Je vais m'expliquer. L'autocensure, c'est le fait de s'interdire quelque chose que l'on pense parce que l'on a peur des conséquences que ça peut avoir. Moi, je ne me situe pas du tout dans ce logiciel-là. C'est-à-dire que quand je pense quelque chose, je pense que c'est vrai. Et même si je me dis que je me trompe peut-être, j'assume ce que je pense. Et je ne vois pas pourquoi je devrais cacher ce que je pense. Quand on n'a pas honte de ce qu'on pense, on n'a pas honte de le dire. Si j'avais honte de penser ce que je pense, j'aurais sans doute honte de le dire, et à ce moment-là, je pourrais peut-être pratiquer l'autocensure. Mais étant donné que c'est pas mon cas, étant donné que j'assume ce que je pense, parce que ce que je pense est le résultat non pas d'une humeur, non pas d'une émotion qui me traverse,
c'est le résultat d'une construction et d'un processus permanent. À partir de là, je n'ai pas à avoir honte de ce que je pense, donc je n'ai pas à m'auto-censurer. Le fait est que quand je parle en vidéo, je ne m'exprime pas évidemment totalement de la même façon que lorsque je suis avec mes amis, ou avec ma famille, ou avec mes proches. Parce qu'avec mes amis, avec ma famille, je ne parle pas de philosophie, je ne fais pas des exposés sur Nietzsche ou sur Schopenhauer. Donc automatiquement, le mode d'expression que j'utilise dans mes vidéos n'est pas celui que j'utilise au quotidien. Mais dans le contenu de ce que je dis, je n'attends pas d'avoir 50 000 abonnés pour surveiller mes paroles. Et surveiller mes paroles, ça se passe en amont, ça se passe au niveau de la réflexion et au niveau de la pensée. Et quand je dis quelque chose qui me semble idiot, ça m'emmerde, donc je fais en sorte de dire des choses que je pense pertinentes, au moins dans le contexte dans lequel je les énonce. Question suivante. Bonjour, quelques mots sur Michel Onfray, s'il vous plaît. Alors Michel Onfray, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un que j'ai pu critiquer par le passé dans mes premiers livres de philosophie politique. Je le critiquais justement sur certaines de ses positions politiques que je jugeais un petit peu naïves, parce que Michel Onfray a longtemps été un défenseur de l'hédonisme, et je trouvais qu'il ne se rendait pas compte que l'hédonisme sur le plan politique, ça donne le libéralisme. Le libéralisme a besoin que les individus soient hédonistes, c'est-à-dire qu'ils soient dans la recherche de la jouissance permanente. Le libéralisme fonctionne sur la sollicitation et l'exploitation de la pulsion de désir, et donc je pensais, et je pense toujours d'ailleurs, que se prétendre anticapitaliste tout en faisant la promotion de l'hédonisme, ça me paraissait au mieux très naïf, au pire très malhonnête. Je me souviens même d'ailleurs que j'avais envoyé un mail à Michel Onfray en lui parlant de Jean-Claude Michéa, qui selon moi a été la clé de compréhension de ce problème de grille de lecture politique libérale. Et quelque temps après, alors je ne dis évidemment pas que je suis à la source de cette évolution, mais c'est vrai que par la suite, je pense que Michel Onfray a dû s'intéresser un petit peu aux courants philosophiques antilibéraux, et qu'il s'est rendu compte de certaines contradictions qu'il pouvait y avoir dans son discours politique. Comme je l'ai souvent dit, l'hédonisme en tant que philosophie peut se défendre et peut se justifier sans aucun problème. Le problème arrive lorsque l'on veut en faire une sorte de recommandation ou de programme politique, où là, généralement, on rejoint le camp des idiots utiles, c'est-à-dire de ceux qui prônent un discours avec de bonnes intentions, mais qui finalement participent à notre domination. Tu connais le prononciateur? Alors oui, je connais le prononciateur. La légende raconte qu'il a fermé sa chaîne YouTube avant même de l'ouvrir, mais c'est pas impossible qu'on entende parler de lui prochainement. Alors, bon, vous ne pouvez pas comprendre la référence qui est faite dans cette question par le rapporteur que je connais personnellement, que je connais très bien. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne, puisque le rapporteur, il fait de la pédagogie musicale, il vous apprend à analyser, à décortiquer la musique, notamment de la musique rap. Le caractère pesant de l'atmosphère va être créé par un piano auquel on va supprimer les hautes fréquences. Un accord tous les 2 temps pour rappeler une marche funeste, et une mélodie cyclique très répétitive pour donner la sensation d'une boucle interminable. On va lui faire jouer une note par temps et rajouter du delay pour donner de l'épaisseur. Le delay, c'est ce qui permet de répéter régulièrement un son à la manière d'un écho. Pour compléter, on va utiliser une basse très basse. Et je vous invite à aller vous abonner en masse sur sa chaîne. D'ailleurs, je serais très amusé qu'il se retrouve avec une vague d'abonnés d'un coup là qui viendrait de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller lui apporter de la force, à aller voir ses vidéos et à l'encourager dans sa démarche. D'ailleurs, vous me verrez très prochainement sur sa chaîne. Toi là maintenant je n'ai jamais tort. Dans un combat je serai Achille et tu seras Hector. J'élimine tous mes concurrents sans effort. Sans effort. Es-tu un joueur de jeux vidéo? Si oui, lesquels? Et certains ont-ils eu une empreinte philosophique sur toi? Alors j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo quand j'étais enfant, ça c'est vrai. J'ai commencé assez jeune, à l'âge de 6 ans je crois, donc on devait être en 92. J'ai eu ma première console de jeux vidéo qui était la Master System 2, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont de ma génération. J'ai adoré cette console, j'y ai passé énormément d'heures, Alex Kidd, Sonic, Shinobi. Ensuite, je suis passé à la Game Boy. Je n'ai pas eu la Nintendo, la NES. J'ai eu la Game Boy. Également des heures entières à jouer à Tetris, à Mario Land, je me souviens. Ensuite, j'ai eu la Super Nintendo, le pack Street Fighter 2 Turbo. Puisqu'avant d'être un joueur sur console, il faut savoir, alors ça peut être intéressant pour expliquer une partie de mon tempérament. Quand j'étais enfant, quand j'avais
5 ou 6 ans. Ma mère, parfois, allait faire les courses à Béziers et elle me laissait dans une salle de jeux vidéo d'arcade sous la responsabilité du patron qui était là, avec qui je m'entendais très bien et qui me payait des parties. Et je jouais avec des adolescents de 16 ans, 17 ans, 18 ans, alors que j'en avais 6. Et généralement, je les prenais tous. Je les éclatais à Street Fighter. À l'époque, c'était le Street Fighter 2, non pas le Street Fighter 2 Turbo. J'étais une machine de guerre. J'étais un monstre de jeu totalement imbattable. Et donc, j'adorais Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo. Et j'ai passé énormément d'heures sur les jeux de combat. Et d'ailleurs, c'était lié à mon goût pour le combat physique. J'étais un enfant un petit peu bagarreur, j'aimais bien me confronter à mes camarades, et notamment à mes camarades plus grands que moi, parce que j'avais cette confiance absolue dans mes capacités physiques, de pouvoir battre n'importe qui. Après la Super Nintendo, je suis passé directement, je crois, à la Nintendo 64. Je n'ai pas eu la PlayStation tout de suite, je l'ai eu après coup. Mais moi, j'étais de l'école Nintendo, j'étais de l'école Mario, j'étais de l'école Zelda, j'étais pas de l'école Lara Croft, Tomb Raider ou Final Fantasy, c'était pas du tout mon truc. J'étais d'ailleurs trop impatient pour tolérer un temps de chargement lorsque je mettais le jeu, donc il était hors de question que je joue avec des CD, je jouais avec des cartouches qui étaient beaucoup plus solides. Voilà, et puis après la Nintendo 64, donc là on arrive au début de l'adolescence, j'avais 12 ans, 13 ans, j'ai beaucoup joué à Mario, à Zelda, Ocarina of Time, qui est sans doute le dernier grand jeu auquel j'ai joué. Et ensuite, progressivement, je me suis retiré des jeux vidéo parce que ça m'intéressait plus trop. J'ai eu une puberté précoce et donc vers l'âge de 12-13 ans, je préférais écouter Tupac et Barry White que jouer aux jeux vidéo. Voilà pour cette réponse. Salut, aurais-tu des films avec une certaine profondeur philosophique à nous conseiller, ou même des films plus généraux? Alors oui, je pense que je ferai ça à chaque FAQ. Voilà, lancer comme ça 3 titres de films qui m'ont plu, qui m'ont marqué, qui m'ont intéressé. Alors, celui-là, je pense que je l'ai déjà cité, c'est The Truman Show. The Truman Show avec Jim Carrey. The Truman Show est un film que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un film qui a à la fois un caractère poétique. Bon, c'est un film un peu mièvre, on va pas se mentir. C'est pas très réaliste, mais il est intéressant au niveau de la mise en scène, au niveau de l'esthétique, même au niveau de la colorimétrie. Je trouve qu'il a cette capacité à vraiment recréer cette atmosphère d'irréalité et de virtualité. Et sur le plan philosophique, il pose la question du rapport à la vérité, du rapport à la réalité, du rapport également à la sincérité et du prix de la liberté. Qu'est-ce que l'on est prêt à sacrifier pour être libre? La liberté mérite-t-elle qu'on lui sacrifie tout? Un deuxième film que je pourrais vous citer, c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou, un grand classique du cinéma avec Jack Nicholson, qui pose la question de la frontière entre folie et normalité, et de la manière dont notre rapport à la folie peut lui-même conduire à la folie. On s'aperçoit à travers ce film, ce que l'on savait déjà, qui est que la folie n'est pas quelque chose face à quoi nous serions tous immunisés, et que on ne bascule pas en réalité dans la folie. C'est quelque chose qui nous prend et qui nous emporte sans même qu'on s'en rende compte, et peut-être d'ailleurs que la folie n'est rien d'autre que le nom qu'on a donné à cette incapacité que l'on avait à communiquer avec les autres, qu'on appelle les gens normaux. Le dernier film que je vais vous conseiller, c'est Captain Fantastic. Alors Captain Fantastic, il faut savoir que quand on m'a proposé de regarder ce film, j'ai jugé au titre que ça allait pas me plaire du tout. Je m'attendais à voir un Marvel, je m'attendais à voir un film de science-fiction avec des Avengers ou je ne sais quoi, enfin bref, ce qui est pas mon truc du tout. Et en réalité, ça n'a strictement rien à voir avec ça. On n'est vraiment pas dans le même registre. Captain Fantastic, c'est l'histoire d'un père et de ses enfants qu'il a décidé d'élever dans un mode de vie naturel. Ils grandissent dans la forêt, ils se confrontent aux éléments, ils apprennent à se débrouiller tout seuls. Et ce père de famille, avec ses enfants, va être obligé de retourner dans la civilisation pour une raison que je ne vous dévoilerai pas ici. Retourner dans la civilisation et se confronter à, justement, la normalité. Et c'est un film extrêmement touchant parce qu'il pose la question à la fois de la responsabilité parentale, ce que l'on fait avec nos enfants pourront un jour nous le reprocher. Donc la question du dilemme entre nos propres convictions, nos propres valeurs et la nécessité de rendre nos enfants adaptés au monde, ça pose la question de la responsabilité parentale, ça pose aussi la question de l'engagement, des limites de l'engagement, et ça pose évidemment la question du sens que l'on donne à notre vie. Est-ce que l'on est prêt à vivre une vie que l'on pense factice, une vie que l'on pense
inconsistantes, que l'on pense fausses. Jusqu'à quel point est-ce qu'on est prêt à vivre une vie qui a du sens? Qu'est-ce que ça implique et quel en est le coût? Voilà ce que je pouvais proposer comme films qui m'ont particulièrement plu. On peut s'attendre à quoi sur tes prochaines vidéos? Alors on peut s'attendre à ce que je continue les audios philosophiques qui manifestement vous plaisent beaucoup. On peut également s'attendre à des vidéos justement de l'autre côté du spectre, des vidéos longues mais travaillées avec un gros travail de montage, un gros travail de scriptage en amont également, parce que j'ai envie aussi de me diversifier. Et puis j'ai quelques petites réponses à apporter à des vidéos qui ont été faites il y a maintenant longtemps, des vidéos de youtubeurs sur des philosophes ou sur des thèmes philosophiques. Donc ça fait longtemps que j'ai envie de répondre à ces vidéos, ou en tout cas d'apporter un autre point de vue. Donc ça fait partie des choses qui paraîtront prochainement sur ma chaîne. Et puis j'ai aussi eu l'idée, et là je sollicite votre avis pour savoir si selon vous c'est une bonne idée, de faire des vidéos vlog, c'est-à-dire des courtes vidéos où je parlerai de choses beaucoup plus légères, peut-être un tout petit peu plus personnelles. Alors personnel, attention, personnel ne veut pas dire intime, personnel ne veut pas dire que je vais ouvrir les portes de ma vie privée, mais en tout cas parler de choses un peu plus légères, un peu plus futiles. Et je me demandais si vous accueilleriez ça de manière favorable. Donc si l'idée vous plaît, vous me le dites, et puis peut-être que à la fin de cette année, je commencerai les premiers vlogs. Et c'était la dernière question. On a terminé cette FAQ. Je vous remercie parce que vous m'avez posé des questions très pertinentes qui m'ont permis parfois de me répéter sur des choses importantes et puis d'ouvrir sur des choses nouvelles. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie à nouveau encore une fois pour votre soutien. Pour ceux qui veulent me soutenir, je vous rappelle que vous avez plusieurs manières de le faire. La plus importante et la plus efficace, c'est de partager les vidéos, parce qu'à chaque fois que vous partagez une vidéo sur vos réseaux sociaux, dites-vous que 3, 4 ou 5 personnes vont la regarder, et donc mécaniquement, ça va entraîner une augmentation de la visibilité. Donc n'hésitez pas à partager mes vidéos, n'hésitez pas à laisser un pouce, n'hésitez pas également à les commenter. Et pour ceux qui veulent aller encore un peu plus loin dans leur soutien, vous pouvez passer par Tipeee. Vous pouvez également passer par le système des souscriptions. Les souscriptions, vous y accéderez en cliquant sur le bouton rejoindre sous mes vidéos. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, comme d'habitude, soyez sages.